La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tendre le micro à celles qui font le monde de la food d'aujourd'hui et de demain. Pâtissière, boulangère, cuisinière, vigneronne, journaliste, depuis 3 ans, Adeline Glibota dresse un bel aperçu des femmes du secteur avec son podcast Girls in Food. Parce que si les femmes sont évidemment de grandes actrices de la food, elles sont pourtant moins mises en avant. Heureusement, des médias comme Girls in Food ont décidé de leur donner exclusivement la parole pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Alors dans ce nouvel épisode des Enquêtes Papilles, avec Adeline, j'avais envie d'analyser la place des femmes dans le monde de la food et l'évolution de celle-ci ces dernières années. Tout cela, bien sûr, en comprenant toute l'origine de Girls in Food et les plus grands enjeux d'Adeline. Alors au menu de cet épisode, comment a-t-elle pensé son podcast ? Quelle est aujourd'hui la place des femmes dans la food ? Quelle a été l'évolution des mentalités en cuisine ? Et enfin, les différentes places des femmes selon les secteurs, boulangerie, œnologie, etc. Bonne écoute! Bonjour Adeline. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté, ça me fait très plaisir. Je suis vraiment ravie de pouvoir discuter avec toi parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur, dont j'avais vraiment beaucoup envie de parler. C'est les femmes en pâtisserie et plus précisément comment les médias, comme ton podcast Girls in Food, donnent la parole aux femmes. Alors tout d'abord, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi de dédier un podcast aux femmes dans la gastronomie ? Alors c'est lié à mon expérience personnelle de reconversion. En fait, j'ai fait pendant 10 ans de la communication et j'ai eu un moment un peu une quête de sens et j'ai toujours été passionnée de gastronomie et en particulier moi ce que j'aimais faire c'était la pâtisserie. Donc j'ai décidé à un moment de faire une reconversion et pendant toute cette période où je me questionnais, j'ai rencontré un maximum de professionnels du secteur pour me faire une idée, pour voir si c'était vraiment une piste pour moi de carrière. Et je me suis rendu compte aussi, par la même occasion, en les interrogeant de manière informelle, qu'elles avaient énormément de choses à raconter, qu'elles avaient des parcours super intéressants et qu'en fait, on les entendait nulle part. On a toujours l'impression que dans la gastronomie, il n'y a que des hommes. Et en fait, non, il y avait plein de femmes qui étaient là, mais personne ne leur tendait le micro. Donc, je me suis dit que tout ce qu'elles me racontaient, ça pouvait potentiellement intéresser d'autres personnes. Et donc, j'ai décidé d'en faire un podcast consacré aux femmes parce que je les retrouvais pas dans les médias traditionnels. Oui, c'est ça, et je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que, tu vois, moi-même en pâtisserie, du coup, moi qui suis vraiment spécialisée dans la pâtisserie, je trouve que, en fait, c'est ça, tous ceux qui sont mis en avant, c'est surtout des hommes. Et presque, en plus, tu vois, c'est un peu le côté... la pâtisserie et la cuisine, dans l'idée commune, quand c'est à la maison, c'est un travail de femme. Et pourtant, dans les médias, tu vois que... Enfin, pas que les hommes, mais quand même en grande partie. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper important d'avoir ça, quoi. Et pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement le canal du podcast ? Moi, j'écoute des podcasts depuis très longtemps. C'est un format que j'adore, que j'écoute au quotidien, parfois seulement quelques minutes, parfois pendant 1 heure pendant que je cuisine, enfin voilà. Et il y avait notamment un podcast américain que j'adorais, qui est toujours super d'ailleurs, qui s'appelle Cherry Bomb, qui est un podcast dédié aux femmes de la food, par contre uniquement des américaines. Et je me suis dit, il y a ce format qui est super, mais par contre il n'y a aucune chance qu'il y ait des femmes de la food française qui arrivent dedans. Donc en tant qu'auditrice passionnée de podcast, j'ai créé le podcast que j'avais envie d'écouter. Voilà. Et du coup, tu as élargi à la food en global et pas spécialement à la... Oui, pas spécialement à la pâtisserie, parce qu'il me semble que le problème
de la représentation des femmes dans les médias. Oui, c'est plus global, ouais. Exactement, il est global. De toute façon, quand on souvent on fait intervenir des experts, on a l'impression que c'est en majorité des hommes, alors qu'il y a plein de femmes. Mais je me suis dit que la question était valable pour toutes les femmes de la gastronomie, donc pourquoi restreindre, dans mon cas, à la pâtisserie, qui était moi mon domaine de prédilection, mais je trouvais ça intéressant de donner la parole à tout type de femmes, au contraire même. Oui, c'est ça, parce que du coup, tu as aussi des vigneronnes, des sommelières. Ouais, des productrices, même voilà, des experts de la food au sens journalistes, qui ont l'habitude de décrypter le milieu. Enfin, ouais, tous les profils m'intéressent. Et alors, comment est-ce que tu as pensé ton format de podcast ? Tu as dit que c'était le format du coup que toi, tu voulais entendre. Qu'est-ce que tu as voulu mettre dedans ? J'ai voulu que ce soit en fait vraiment un format personnel et un format assez long. Dans le sens où mon podcast n'est pas formaté, c'est-à-dire je me dis pas il faut que ça dure une demi-heure, il faut que ça dure 45 minutes, ça dure le temps que l'invité veut bien me consacrer. Donc les épisodes ils durent entre je crois de mémoire à peu près 30 minutes à plus de 2 heures. Et c'est vraiment en fonction de l'invité. Donc, une invitée qui a envie de partager beaucoup de choses. Forcément, quand tu parles 2 heures avec quelqu'un, il en ressort des choses plus personnelles, plus intimes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est une remarque qu'on me fait souvent, dire mais les épisodes trop longs, ils doivent être moins écoutés. Et en fait, dans mon cas, vraiment, c'est complètement faux. C'est-à-dire que c'est les épisodes les plus longs qui marchent le mieux. Parce que les invités, elles livrent des choses vraiment personnelles. Et c'est ça qui intéresse les gens, c'est de pouvoir se projeter dans un parcours, d'en tirer des enseignements, ce qu'on va moins faire dans un épisode qui est très court. Oui, c'est ça. Je trouve qu'on a tendance à penser que quand c'est court, c'est plus facile à écouter, etc. Mais c'est vrai que c'est moins... en fait, tu vas moins en profondeur, quoi, tout simplement. Je trouve, ouais. Et donc, dans le format, moi, je m'étais dit ça dès le départ, c'était un peu l'idée, qui n'est pas de durée prédéfinie. On part toujours de l'enfance de l'invité pour voir... Est-ce qu'il y a des racines dans leur passion pour la gastronomie à chercher à cet endroit-là ? C'est pas toujours le cas. Et on aborde donc tout leur parcours scolaire, s'il y a lieu, si ça a donné, s'il y a un rapport avec leur parcours professionnel, voir leur évolution. Et l'idée, c'est qu'elles puissent partager leurs valeurs. Et ensuite, on aborde le sujet des femmes. Comme ça, on a le regard de l'invité sur le féminisme et sur l'égalité femmes-hommes dans le milieu de la gastronomie. Et on finit toujours par un petit questionnaire un peu plus léger qui permet de connaître un peu mieux l'invité. Alors justement, moi j'ai une question là-dessus sur la partie plutôt, la partie plutôt féminisme, etc. Moi, il y a plusieurs fois, quand j'ai essayé d'aborder cette question avec des femmes, avec des pâtissières, il y a un petit peu, tu vois, un côté... je suis quand même assez réticente à en parler. Est-ce que toi, tu t'es rendu compte est-ce que ça t'est arrivé ? En fait, ce que je trouve un petit peu triste, c'est que le mot en lui-même, déjà, féminisme, il fait peur. On a parfois l'impression que c'est un gros mot, alors qu'en fait... c'est vraiment, si on prend la définition de base, c'est juste une question, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc en fait, tout le monde devrait être pour et tout le monde devrait être féministe parce que c'est juste une valeur d'égalité. Donc moi, j'ai parfois des retours négatifs sur ça de certaines invitées qui me disent, moi, je suis pas féministe, mais... Et généralement, en fait, elles expliquent quelque chose qui montre qu'elles sont féministes dans les faits. Elles veulent juste pas du non. Donc bon, c'est leur droit. Moi, j'essaie toujours de quand même si je suis face à quelqu'un qui ne partage pas exactement mes valeurs, j'essaie quand même toujours de faire entendre un autre son de cloche parce que ça me semble important, de faire rentrer ça dans le quotidien en fait, des gens. Et parfois, en fait, ce que je constate, c'est que certaines invitées qui en ont un peu bavé dans leur parcours, se disent que si elles ont réussi, c'est que c'est possible pour une femme de réussir. Et donc, parfois que les femmes qui se plaignent, elles feraient mieux de s'endurcir un peu. Moi, je suis pas d'accord avec cette thèse-là. Pour moi, on ne devrait pas avoir à s'endurcir ou à changer de personnalité pour avoir sa place dans ce milieu. On se prive d'un grand nombre de talents parce que des personnes quittent ce milieu parce qu'il est trop dur. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est pas de s'endurcir, en fait. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est vrai que moi, j'avais
vraiment un peu cette impression que, tu vois, au fond, comme c'est un milieu très masculin quand même, et où, tu vois, c'est encore un milieu très codifié, etc., j'avais quand même l'impression que, du coup, les pâtissières qui ont réussi, etc., ne vont pas dans le truc du féminisme, tu vois, mais enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, se rôdent un petit peu en disant c'est pas ça, tu vois, c'est pas c'est pas un sujet. Ouais. Non, mais j'ai eu plusieurs fois des retours comme ça, et je pense que elles peuvent aussi avoir peur des réactions du milieu si leurs propos, sont. C'est encore mauvaise presse d'être féministe. Oui. Donc, ça m'étonne pas trop que tu aies eu des réactions comme ça. Mais c'est pour ça que ça m'intéressait d'en discuter avec toi, qui du coup a rencontré plein de femmes et sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que moi, du coup, des fois, c'est un sujet que je me dis, je vais pas en parler ouvertement parce que, en fait, les quelques fois où j'ai essayé, tu vois, ça a pas forcément pris beaucoup. Ouais. Donc je me suis dit, parlons d'autres choses, de la créativité, etc. Mais c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup d'avoir ton ressenti, ton point de vue. Non, mais c'est un ressenti partagé. Mais peut-être la différence, c'est que moi, c'est une composante importante du podcast. Et donc, si quelqu'un me répondait, moi, je veux pas aborder ces sujets-là, en fait, le podcast, il a pas lieu d'être. C'est sûr. Moi, je suis prête à accepter et à avoir à mon micro des personnes qui pensent pas comme moi et qui aient une discussion. Et je trouve ça intéressant. En fait, c'est enrichissant, y compris pour moi, de comprendre pourquoi est-ce que des femmes peuvent ne pas se sentir concernées par ces sujets-là. En revanche, ne pas vouloir aborder le sujet, pour moi, ce serait pas possible dans le podcast. Donc, en fait, dès que je sollicite une invitée potentielle, je dis que ça va être un des sujets. Comme ça, je joue carte sur table. Oui, puis après, on s'en doute un petit peu. Enfin, tu vois, quand ça s'appelle Girls in Food, tu te doutes qu'on va parler quand même J'espère, de la place de la femme. Et d'ailleurs, est-ce que tu t'es rendu compte, je sais pas, d'autres choses? Est-ce que tu as fait d'autres constats après tous les épisodes que tu as pu faire? Tu as interviewé des dizaines de femmes. Quel constat est-ce que tu as pu faire, du coup, globalement, dans le monde de la gastronomie? On voit clairement un essor d'une génération de femmes qui arrivent et qui peuvent accéder à des postes auxquels certaines femmes avant ne pouvaient pas accéder. Je pense notamment au milieu des palaces, où on voit une génération de jeunes femmes chefs pâtissières. Je pense à Anne Coruble, Elisabeth Hott, pour en citer que quelques-unes, qui vraiment font parler d'elles et qui occupent des postes qui auparavant, peut-être que la génération précédente n'aurait pas pu accéder à ces postes-là. Donc pour moi, c'est plutôt, on est sur une dynamique qui est quand même positive. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont visibles dans le métier, et c'est ça qu'on veut en fait aussi, parce que ça a une valeur, la visibilité. Visibiliser les femmes, c'est aussi donner de la perspective à toutes les jeunes filles, les jeunes femmes qui arrivent sur le marché du travail et se disent « Waouh, Elisabeth Hott l'a fait, ça veut dire que c'est possible ». Et ça vient d'où, ça, selon toi? Tu vois, qu'est-ce qui a fait qu'il y a ce changement-là? Est-ce que c'est parce que, tu vois, finalement, on se dit, il n'y a pas besoin de plus de force? Parce que ça, c'est un sujet qui revient beaucoup en fait, il faut quand même de la force pour pouvoir porter des lourdes charges, etc. Mais qu'est-ce qui... Alors, c'est pas complètement faux, dans le sens où pour avoir été pâtissière... c'est physiquement... moi, je pense que ça a été un des points les plus difficiles de la reconversion, et que j'avais pas forcément très bien anticipé, c'est à quel point c'est dur physiquement. En tout cas, quand on vient d'un métier de bureau, le choc est vraiment rude. Mais effectivement, de toute façon, tous les aménagements qu'on peut faire pour rendre ce métier de pâtissier plus facile, en tout cas physiquement, en fait, ça bénéficie à tout le monde. Parce que faire qu'une jeune femme de 15 ans qui arrive en tant qu'apprentie puisse avoir moins de difficultés à porter des sacs de farine, par exemple, qui reste un sujet... ça va bénéficier aussi aux pâtissiers plus âgés qui est en fin de carrière, mais qui a potentiellement des problèmes de santé. Donc en fait, effectivement, c'est un peu un faux problème, et améliorer la situation, ça va bénéficier à tout le monde. Donc je pense qu'il y a moins de freins, même si ça reste un métier difficile, il y a moins de freins aujourd'hui à ce que ce soit un métier tout à fait accessible aux femmes. Après, il y a quand même une culture qui peut rester machiste. Et donc, je le constate encore tout le temps quand je parle à des femmes chefs de cuisine ou chefs pâtissières. Elles se sentent parfois moins respectées qu'un homme à la même place, en fait.
leurs décisions peuvent potentiellement être plus facilement contestées, leur autorité remise en cause. Et c'est ça, en fait, là, il y a une culture qui est encore à dominante masculine dans le secteur. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça ? C'est surtout, en fait, c'est plus sachant, tu vois, que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, les femmes pâtissières, cuisinières, etc., ne se sentent pas forcément spécialement féministes pour X ou Y raison, en se disant, bah non, mais moi je l'ai fait, tu vois, c'est pas le fait que je sois une femme qui fait que j'ai moins réussi ou pas. Comment on peut, du coup... Pour moi, il y a vraiment... c'est la mixité qui nous fera gagner du terrain. C'est-à-dire que plus il y aura de femmes dans les cuisines, en fait, là, le problème, c'est que les femmes sont considérées comme une minorité. À l'échelle du monde, les femmes sont majoritaires, de peu, mais quand même. Et en fait, dans les milieux où elles sont moins représentées, en fait, elles deviennent une minorité. Et en fait, ce constat de toxicité, il est valable pour d'autres minorités. Je pense aux minorités racisées. Voilà, il y a peu de personnes racisées en cuisine. C'est un problème aussi, c'est un sujet aussi. Et tout ce qui, en fait, marginalise fait qu'il y a une forme de rouleau compresseur qui opère et qui écrase tout sur son passage. C'est le rouleau compresseur de la masculinité. Donc plus il y aura de femmes, et j'en vois plein dans les écoles de pâtisserie, donc ça me donne de l'espoir. Je me dis, toutes ces jeunes femmes qui vont arriver sur le marché du travail, qui vont rentrer dans les labos, à un moment, elles vont forcément, on va arriver à une forme de parité. Mais est-ce que il y a vraiment plus de femmes aujourd'hui dans les écoles qu'il y a, je sais pas, 5-10 ans ? Je pense vraiment. Pour te donner un exemple, moi j'ai fait ma reconversion maintenant il y a peut-être 6 ou 7 ans, 6 ans peut-être. Nous on était dans une promo donc uniquement d'adultes en reconversion et on était sur 24, je pense qu'on devait être 20 femmes, ou à peu près. Et je voyais dans les labos d'à côté les CAP, donc des jeunes pour le coup, et il y avait une majorité de filles. Okay. Donc je pense qu'arrive vraiment sur le marché des femmes, contrairement à avant. Donc ça, cette tendance, elle a clairement changé. Mais maintenant, il faut qu'elles restent aussi dans les métiers. Donc ça va être l'enjeu de demain. D'ailleurs, est-ce que selon les profils que tu interroges, que tu as interviewés, entre des femmes plus jeunes et des femmes qui ont un peu plus d'expérience, est-ce que tu te rends compte qu'il y a une mentalité différente justement par rapport à tout ça et par rapport au fait d'être une femme dans ce métier-là ? Est-ce que... Un petit peu. Il y a peut-être un petit choc des générations où les femmes plus âgées ont intégré certains mécanismes et considèrent que ça fait partie du jeu. Enfin, ça fait partie malheureusement du métier, il faut l'accepter pour perdurer dans le secteur. Alors que peut-être les plus jeunes ont un peu plus se questionnent en fait sur ce sujet-là. En fait, comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait que les femmes ce soit plus difficile pour une femme de faire carrière dans le métier de pâtissier. Ouais, ça c'est vraiment... Je trouve, ouais. Et est-ce que d'ailleurs tu as vu des différences entre les métiers ? Tu vois, entre les pâtissières, les cuisinières, les sommelières, les productrices, est-ce qu'il y a une différence qui existe, dont tu t'es rendu compte en tout cas ? J'aurais tendance à dire que j'ai l'impression que dans le milieu du vin, qui a tendance à pas mal se féminiser ces dernières années, ça a été très dur pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes, pour être une femme dans ce milieu-là, il y a quelques années, ça pouvait vouloir dire pas avoir le droit de rentrer dans les caves parce qu'on te disait que tu allais faire tourner le vin, des choses vraiment aujourd'hui qui semblent être de la science-fiction, mais bon. Donc ce milieu-là finalement du vin a pas mal accéléré ces dernières années et on voit quand même émerger une génération de femmes qui reprennent des domaines familiaux ou qui se réorientent vers ce métier-là, et c'est très chouette parce qu'elles partaient de très très loin. Ouais, pour le coup, ça, c'est le secteur... Parce que c'est vrai que, tu vois, mine de rien, je trouve, en pâtisserie, en cuisine, on connaît quand même il y en a moins, statistiquement, on connaît moins de femmes pâtissières, etc., mais t'en connais quand même, tu vois, depuis certaines années, qui sont installées au même titre que des grands pâtissiers. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais c'est vrai que des sommelières... Ouais, des vigneronnes, des tout vigneronnes, ça, ouais, ouais. Oui, parce que tu vois, j'ai quelques femmes du monde du vin qui m'ont dit, quand j'ai démarré, on a
en gros, ils prenaient pas de femmes, ou il y a des endroits où on m'a dit non Ouais. parce que ils recrutaient pas de femmes en fait dans l'équipe. Donc c'est toujours très étonnant en fait avec le regard Ouais. actuel de se dire Oui. comment même on peut envisager de dire ça quoi. Non, c'est ça, et puis c'est comme la boulangerie. Enfin, j'ai regardé la dernière fois la série sur Canal Plus avec Nina Métayer Ouais. qui racontait ça, tu vois, justement, que quand elle arrivait, on lui proposait pas d'être boulangère, mais j'imagine que la boulangerie, ça reste encore. Enfin, Oui. c'est encore un petit secteur à part, mais. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que il y a plein de femmes par contre qui font des choses super, des femmes artisans partout en France. D'ailleurs, je constate qu'il y a une ébullition autour de la boulangerie. En fait, il y a un parallèle avec d'ailleurs un retour où on se pose des questions sur les matières premières en fait. Avec souvent ces femmes qui se lancent, elles se sont beaucoup questionnées et elles se lancent avec un projet de farine bio, de farine de terroir, de farines anciennes. En fait, il y a vraiment tout un travail autour de la fermentation. Il y a une vraie ébullition. Enfin, il se passe des choses de ce côté-là, ouais. C'est une bonne nouvelle. Ouais. D'ailleurs, bon, Girls in Food, c'est encore assez récent parce que ça a moins de 3 ans, si je ne me trompe pas. Exactement, ouais, on va fêter bientôt les 3 ans. C'est ça, donc c'est peut-être encore un peu tôt, tu vois, pour faire un constat, mais est-ce que tu as vu une évolution, en tout cas dans la place des femmes sur les médias, que ce soit les médias digitaux, les médias traditionnels, la télé, les magazines, enfin bref, est-ce que tu as vu une évolution là-dessus ? Ouais, alors, mais je saurais pas te dire, je pense que le monde des podcasts contribue beaucoup à ça. Donc ton podcast, par exemple, je trouve que le fait qu'il y ait des femmes qui soient des expertes et qui soient interviewées très régulièrement, ça fait rentrer dans la norme quelque chose qui aurait dû toujours l'être, mais voilà. Et je trouve que vraiment, ce milieu-là, le milieu du podcast, fait progresser de manière générale les médias en mettant sur la carte des expertes qui n'auraient pas été identifiées par ailleurs, peut-être. Et dans les médias au sens large, un peu plus quand même. Je trouve que pour avoir interviewé ces dernières années quelques journalistes du secteur, pour être devenue moi-même journaliste dans le secteur, je mesure aussi la part de responsabilité que ça présente. C'est-à-dire que charge aux journalistes aussi de se poser la question, quand on a un dossier à préparer, est-ce qu'on a des femmes dans les personnes à interviewer ? C'est un vrai sujet et c'est une responsabilité, je trouve, du métier de journaliste d'aujourd'hui. C'est vrai, et tu vois, et je trouve que c'est assez fou, parce que moi je sais que quand je prépare mes épisodes, tu vois, je me dis, moi je veux absolument qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, parce que, elles sont jamais représentées, et pourtant, tu vois, c'est 1000 fois plus simple, parce que toutes les recommandations qu'on va te faire, en fait, c'est des hommes, enfin, tu vois, si tu te questionnes pas, en fait, ça va naturellement vers plus d'hommes. Mais, tu vois, je trouve qu'il y a encore plein de... je sais pas, de livres, de choses comme ça qui mettent en avant des desserts, et où t'as très peu de femmes, quoi, et en fait, je trouve que ce qui est le plus dommage, enfin le pire, tu vois, c'est que tu te dises que tu dois faire un effort pour trouver des femmes, parce que sinon, tu vois, en fait, elles sont tellement pas reconnues au même titre que t'es obligé d'aller les chercher. Et d'ailleurs, je trouve que c'est... Alors, je sais pas toi, parce que... Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une question que je veux te poser, parce que moi, je sais que quand j'ai voulu chercher des femmes pour équilibrer et pour avoir autant de femmes que d'hommes, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'aller trouver des profils, parce que comme ils sont moins mis en avant, t'en entends moins parler, et du coup, il faut faire plus de recherches que pour trouver des hommes. Est-ce que toi, ça a été quelque chose, tu vois... Alors, dans le podcast, pas forcément, c'est-à-dire que j'ai pas eu trop de mal à les convaincre ou à les trouver. Moi, j'ai vraiment une liste, mais en fait, j'aurais pas assez d'une vie en fait pour interviewer toutes les femmes que j'ai dans ma liste, et elle grossit chaque jour cette liste, donc c'est ça qui est chouette. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un cercle vicieux, il y a un lien économique aussi là-dedans. C'est on se rend compte que les femmes qui se lancent en tant que chefs d'entreprise, qui montent par exemple leur pâtisserie ou leur restaurant, souvent ce qu'on constate, c'est que les banques sont plus frileuses à leur prêter de l'argent, donc on leur prête moins, donc elles ont moins de budget, soit pour recruter des gens, soit pour faire de la communication. Donc pour la communication, ça veut dire que par exemple elles ne peuvent pas prendre d'agence de presse. Or, on sait très bien que c'est un facteur important de visibilité d'avoir quelqu'un qui fait ta promotion. Ça veut dire aussi que quand on leur propose de participer à des événements, si leur fonction est indispensable dans leur entreprise, elles ne peuvent pas participer à l'événement parce que sinon elles sont obligées de fermer la boutique pendant qu'elles ne sont pas là. Donc en fait, il y a vraiment un impact très très important
Ce qui peut paraître sur le papier anecdotique quand on dit ah oui mais il n'y a pas beaucoup de femmes, en fait derrière il y a des enjeux économiques qui sont super importants. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que du coup, tu vois, je trouve que t'es vraiment plus... Enfin, tu vois, tu dois vraiment faire un travail d'aller les chercher, parce qu'évidemment qu'elles sont là, les femmes. Enfin, tu vois... Bien sûr, ouais. Comme on l'a dit, il y a autant de il y a plus de femmes dans le monde, effectivement, qu'il y a des femmes dans ce secteur-là aussi. Mais c'est vrai que je trouve que, tu vois, c'est plus compliqué. Après, franchement, je trouve que quand tu... En fait, c'est plus... Faut sortir, tu vois, des sentiers battus, ouais. Et après, une fois que tu y es, je trouve que c'est plus simple parce que, en fait, tu vois, pareil, il y a encore une fois les relations, etc. Et donc, ça va plus vite et tu te trouves facilement. Mais c'est vrai qu'au départ, je trouve qu'il y a vraiment un sujet, tu vois. Ouais, on est d'accord, ouais. C'est sûr. Et en fait, c'est là où le travail d'un média, c'est aussi d'aller, de se donner un peu de mal, en fait. Oui. Et de sortir des têtes d'affiche les plus connues. Parce qu'en fait, parfois, les médias parlent des femmes, mais ça va toujours être les mêmes. Ouais. Parce que c'est facile, en fait, c'est les seuls qui sont connus. Donc en fait, ça permet pas à d'autres d'émerger parce qu'on va se reposer sur les 2-3 noms les plus connus. Donc il faut se donner du mal, en fait. C'est vraiment le travail du journaliste d'aujourd'hui, pour moi, c'est ça. Et alors, tu as lancé Girls in Food avec l'idée de te dire que toi, ce que tu voulais, c'était donc donner la parole aux femmes. C'est quoi maintenant peut-être ton deuxième objectif? Enfin, je sais pas, est-ce que tu as un nouvel objectif, tu vois, qui est né de tout ça, de toutes ces discussions? Ouais, pour là, tu entends par rapport à Girls in Food, le média, ouais. Enfin, même toi, enfin, tu vois, pour moi, l'idée, c'est maintenant aussi que je travaille pour d'autres supports que Girls in Food, c'est de contribuer à changer le secteur des médias food pour le mieux, c'est-à-dire d'apporter cette vision-là et de contribuer à ce que l'évolution intervienne plus rapidement. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit plus de femmes concrètement dans les médias. Après, c'est un travail de fourmi, mais c'est un beau challenge. Et sur Girls in Food, en termes d'évolution, moi, je veux continuer à donner la parole aux femmes, bien sûr. Je trouve que ça peut être intéressant ponctuellement de donner la parole aux hommes, y compris dans Girls in Food, pour des hommes emblématiques du secteur, sur le sujet de la place des femmes. Et peut-être, moi, bien sûr, de faire grandir Girls in Food sur d'autres formats à l'avenir. Forcément. D'ailleurs, est-ce que tu as, je sais pas, 3 femmes, tu vois, 3 profils qui t'ont vraiment beaucoup, beaucoup marqué quand tu as discuté avec elles, pour peu importe quelle raison, mais... Ouais. Oui, alors je vais te citer 2 chefs et une pâtissière. On va commencer par la pâtissière, qui est peut-être mon coup de cœur absolu de tous les temps de Girls in Food, qui est Christine Ferber, qui est vraiment par son parcours assez exceptionnel, je trouve. C'est vraiment une personnalité hors du commun. Et c'était une des plus belles rencontres dans le monde professionnel pour moi. Je citerai 2 chefs également. Alessandra Montagne, qui est une chef brésilienne qui a le restaurant Nosso à Paris. Elle a un parcours aussi... je veux dire, j'ai eu les larmes aux yeux quand elle m'a raconté son parcours au micro de Girls in Food. Et c'est vraiment une femme qui... moi, m'a donné une énergie incroyable, en fait. Et c'est vraiment le genre de rencontre où tu te dis, il faut que je me dépasse, parce que voilà, elle est hyper inspirante. Et peut-être la dernière, ce serait Cybèle Idelot, qui est une chef américaine, qui est en région parisienne, pour sa démarche, en fait, vraiment extraordinaire. C'est presque du farm to table. Et c'est vraiment... elle a été très transparente aussi sur les difficultés de l'entrepreneuriat. Et je trouve ça intéressant, en fait. C'est des sujets que les auditeurs ont besoin d'entendre, en fait. On n'a pas besoin d'entendre que la partie glamour de la success story. Mais oui, quand on est entrepreneur, ça peut être difficile. Et en fait, c'est bien d'être honnête sur cette facette-là. Et ça montre aux autres que... c'est un peu comme sur Instagram, on a toujours l'impression que tout est beau chez les autres. En fait, la vérité, c'est que tout le monde a des difficultés et je trouve que les partager, ça rend tout le monde plus fort. C'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que... Alors, plusieurs questions. Déjà, comment est-ce que tu sélectionnes, tu vois, les prochaines personnes à interroger? Qu'est-ce qui t'attire à chaque fois Alors, c'est vraiment un mix de... déjà, j'ai une liste au fur et à mesure où je me note des noms
On m'en propose aussi beaucoup. Les invités, les anciennes invitées de Girls in Food m'en proposent aussi. Parfois, c'est les agences de presse qui m'en proposent. En fait, moi, j'essaie de varier les profils. Donc, le point numéro 1, ça va être que ce soit pas un profil. Je vais pas faire 5 pâtissières d'affilée parce que j'essaye de proposer de la variété dans les métiers, puisque moi, j'essaie de représenter la food de sens large. Donc il y a ça. J'aime bien avoir des formats aussi, enfin des profils assez différents, des personnalités assez différentes. Donc j'essaie quand je peux d'avoir un petit échange avant avec l'invité ça me permet un peu d'orienter aussi mes questions. C'est pas systématique, mais de plus en plus je le fais. Et d'avoir des parcours assez variés entre des reconversions, des entrepreneurs, des femmes qui sont dans le milieu depuis toujours parce que elles ont repris une entreprise familiale, des femmes qui ont commencé à 15 ans en tant qu'apprenties. Voilà, j'essaye en fait en fonction de toutes ces composantes de proposer aux auditeurs une photographie de ce que peut être la scène food féminine aujourd'hui. Et alors est-ce que tu as, peut-être pas une mais 3 parce que je pense que ça va être compliqué de choisir, mais tu vois de personnalités que tu rêves encore de rencontrer? Alors, tu vois, sur ta liste, au top de ta liste. Ouais. Écoute, ça va être... là, j'en ai 2 qui me viennent immédiatement à l'esprit, qui sont Dominique Crène, donc la chef française qui est basée à San Francisco, et Anne-Sophie Pic. Donc, ça fait un peu haute gastronomie, j'en conviens, parce que c'est 2 chefs triplement étoilés. Mais c'est des femmes, en fait, dont le parcours a une énorme résonance dans le secteur. Et elles ont, pour les jeunes chefs, elles représentent des modèles. Et en ça, je voudrais avoir leur regard sur ce statut qui est très particulier, puisqu'il y a tellement peu de femmes à très très haut niveau dans la gastronomie. Elles font partie de ce club d'élite, en fait, et elles sont une poignée entourée de dizaines d'hommes. Donc j'aimerais en savoir plus sur ce que ça fait d'être dans cette position-là. Est-ce que ça donne plus de responsabilités? Est-ce que ça fait porter un poids supplémentaire sur les épaules? Enfin, comment elles le vivent et quel message elles ont pour les jeunes chefs? C'est clair, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que tu as beaucoup... tu vois, comme tu dis, en fait, comme il y a tellement peu de profils, tu vois, de femmes qui ont vraiment gravi les échelons il y a quelques années, tu as des rôles modèles qui sont souvent les mêmes. Tu vois. Et ça revient beaucoup d'ailleurs dans les interviews des femmes que j'interviewe quand je leur demande est-ce qu'il y a des femmes qu'elles admirent. C'est un peu une question rituelle dans Girls in Food. Et en fait, le nombre de fois où une Anne-Sophie Pic revient, je pense que c'est peut-être une fois sur un épisode sur 3, ou voire plus peut-être. Ouais, non, c'est sûr. C'est obligé, il est quand même très emblématique. Écoute, merci beaucoup. Je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, est-ce que tu aurais une reco de livre ou de film ou de podcast ou n'importe quoi sur la pâtisserie, la gastronomie, enfin ce que tu veux? Moi, c'est forcément un livre parce qu'en fait, je suis une grande fan de livres de cuisine. Je les collectionne, donc. Et ça va prendre la place dans la maison. Oh là 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 là. Parce que déjà, le livre, ça prend de la place, mais alors les livres de cuisine et de c'est jamais des petits formats. Ouais. Et il y a un livre, ça s'appelle La cuisine de nos grands-mères juives polonaises. Ok. En fait, il y a une recette de gâteau que je cherchais désespérément depuis des années, qui s'appelle la vatrouchka, qui est une sorte de cheesecake d'Europe centrale. D'accord. Et j'ai trouvé la recette parfaite dans ce livre, et c'était comme une épiphanie, c'était vraiment, j'étais alléluia, j'ai trouvé. Et donc c'est dans ce livre-là. Donc vraiment, quand je pense à livre et pâtisserie, en fait, c'est vraiment ça qui me revient pour la recette que j'attendais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un compte Instagram maintenant de pâtisserie ou de cuisine ou de féminisme, peu importe, à suivre absolument selon toi? En pâtisserie, alors si j'ai le droit d'en citer 2, je dirais le Céréales Pâtisseur, pour le beau panorama qu'il propose de la pâtisserie actuelle. Et je dirais pour des recettes, Stéphanie Bienvenue, qui est passée par l'émission Le Meilleur Pâtissier, qui est passée par Ferrandi et qui fait des cours à distance comme ça et qui propose des super recettes et qui est très douée. Et côté féminisme, comme quand même c'était un peu ouais, bien sujet. Sûr. Si on cherche un compte qui mêle pour moi cuisine, gastronomie et féminisme, il y a le compte de Esther El Payani,
qui est une journaliste engagée dont j'admire énormément le travail, qui était une des toutes premières invitées de Girls in Food d'ailleurs, et qui a un regard acéré sur le milieu de la food, et on en a bien besoin. C'est clair. D'ailleurs, c'est qui, toi, tes rôles modèles ? Peut-être à la fois, tu vois, dans la food et à la fois dans le féminisme, parce que j'imagine que tu as un rôle modèle en féminisme. Bonne question. Alors, ça peut paraître bateau, mais c'est tellement vrai que je peux pas ne pas la citer. C'est le meilleur rôle modèle pour moi en féminisme, ça reste la grande Simone Veil, qui s'est relevée de tout et qui a accompli tellement. Quand je pense que je cherche du courage au quotidien, je me dis, il faut regarder dans cette direction-là. Et en food, je pense assez automatiquement aussi à Anne-Sophie Pic, dont on a déjà parlé avant, mais qui a une carrière incroyable. Et je trouve, de ce qui transparaît d'elle, sans la connaître, c'est qu'elle a gardé sa personnalité. Elle s'est pas laissée façonner par les autres. Et c'est ça que je trouve intéressant. Pour moi, c'est ça l'objectif ultime, en fait. C'est de rester soi-même, tout en avançant sur son chemin. Voilà. Et pourquoi est-ce que toi, d'ailleurs, tu n'as pas choisi de finalement aller dans le secteur de la pâtisserie et de la gastronomie, mais de rester dans celui des médias ? Alors, en fait, c'est presque pas un choix, c'est-à-dire que j'y suis bien allée, c'est-à-dire que j'ai été pâtissière pendant 3 ans à peu près après ma reconversion, et c'est le Covid qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Donc j'ai arrêté mon activité pendant une longue période à cause du Covid, et une fois que j'aurais pu reprendre, en fait, j'étais un peu passée à autre chose. Okay. Mes activités dans les médias avaient pris le dessus et j'avais plus envie de faire marche en arrière. Mais je trouve que c'est une grande richesse, en fait, d'être passé par là. Au-delà de l'expertise, en fait, le fait de bien connaître le métier, ça m'aide beaucoup, beaucoup au quotidien aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est sûr que quand tu dois faire un article ou quoi que ce soit, ouais. T'as forcément des clés que... Oui, exactement. De pouvoir parler avec des chefs pâtissiers en connaissant vraiment bien leur métier, leur quotidien, c'est un gros plus. Si toi, d'ailleurs, t'étais une saveur, tu serais laquelle ? Je serais la vanille. Ma passion. C'est quoi ton péché mignon ? Les oursons en guimauve. C'est vrai, c'est super bon. Ouais. Ça se mange sans fin. Quel t'es préféré ? Comment ? T'as un pâtissier de référence, un chocolatier de référence ? Alors, la vérité vraie, puisque on se dit tout aujourd'hui, c'est que c'est la saveur de l'enfance pour moi, c'est ceux du supermarché. Mais j'aime bien ceux de Cyril Lignac aussi. Et c'est quoi ton dernier coup de cœur pâtisserie ? Le dernier dessert que tu as mangé. Ouais. En pâtisserie. Alors, c'est pas une pâtisserie boutique, mais j'ai eu la chance de goûter les desserts à l'assiette de la pâtissière Aurélie Colomb-Claire, qui est pâtissière du restaurant 3 étoiles, le Flocon de sel à Megève. Ouais. Et je dois dire que, en tant que vraiment bec sucré, j'ai pris une claque. Enfin, c'est vraiment un talent pur. Ah, maintenant, j'ai 5 dernières questions qui sont un petit peu rapides et plus pour te cerner sur le côté pâtissier. T'es plutôt viennoiserie ou entremets ? Entremets. Plutôt cookie ou marbré ? Cookie. Noël ou Pâques ? Noël. Tarte ou entremets ? Tarte. Et enfin, glace ou chocolat ? Chocolat. Écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter de ce sujet avec toi qui est très important. Et puis bravo pour ton podcast parce que c'est, je pense, hyper important de faire ce que tu fais, de vraiment donner la parole aux femmes. Ça se fait effectivement un peu, de plus en plus, dans le sens où il y a aussi le Cul de Poule qui veut un peu... qui est un super média qui est très très important et un très beau magazine. C'est ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, non, il n'y en a pas beaucoup. Donc bravo. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire pour clore cet épisode ? À ceux qui se questionnent sur la reconversion, quoi qu'il arrive, même si vous vous lancez et que vous n'en faites pas votre métier, ce ne sera jamais du temps de perdu. Ouais. Je suis passée par là et je peux vous le garantir. Non, c'est ça. Forcément, tu apprends des nouvelles choses. Et puis du coup, toi, tu as quand même bifurqué dans le sens où tu restes dans le même secteur. Tout à fait.
Ouais. Merci pour ce mot de la fin. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de mes auditeurs qui sont intéressés par ce sujet parce que j'ai fait notamment un épisode sur le sujet et c'est un des plus écoutés. Donc je pense qu'effectivement la reconversion c'est un gros sujet. On en reparle quand tu veux, Léa. Ouais. Ah oui, si, j'avais une dernière question. Quel retour d'ailleurs t'as eu sur Girls in Food et sur tout ce travail que tu fais? Est-ce que t'as eu beaucoup de femmes qui t'ont dit merci? Franchement, oui, c'est ce qui me fait peut-être le plus plaisir, c'est de voir à quel point ça résonne auprès des auditeurs et des auditrices. Alors, je dois dire, j'ai beaucoup d'auditrices parmi les auditeurs, mais j'ai énormément de retours en fait sur les épisodes et ouais, c'est vraiment très très chouette de voir à quel point les conseils des invités résonnent et à quel point ça aide les autres en fait. Donc c'est exactement pour ça que j'avais créé Girls in Food. C'était pour partager tout ce que moi j'entendais et tout ce savoir en fait qui restait un peu confidentiel, et en fait je vois que ça fonctionne, ça fait boule de neige, donc je pourrais pas être plus heureuse. Bravo, et puis avec grand plaisir pour faire un épisode sur la reconversion. Merci beaucoup Léa, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Alexis Beaufils. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!